Bon, si t'as regardé ma dernière vidéo, t'as bien compris que grâce au travail de Longoria et au changement stupide de stratégie, l'OM fonce droit dans le mur. L'arrivée du pompier italien Gennaro Gattuso était censé avoir un effet électrochoc, et si pendant un temps on a pu y croire, il faut bien reconnaître que ce maigre espoir de voir une remontée phocéenne est en train de s'éteindre. L'OM coule, on a déjà déterminé le fautif, mais si je m'arrêtais à donner un coupable, je serais simplement un être humain normal? Non. En tant que votre créateur de contenu préféré, je me dois d'au moins vous ouvrir quelques pistes de réflexion sur comment il serait possible de sauver cette saison. L'OM est une équipe du milieu de tableau qui galère à l'extérieur, qui n'a plus gagné loin du Vélodrome en championnat depuis l'OL en avril 2023, mais ce n'est pas le plus gros problème, tant c'en est déjà un gros, soyez honnêtes. Quand on regarde les joueurs à la disposition de l'Italien, est-ce que tu arrives à faire un 11 cohérent? Dans ma dernière vidéo, j'ai décrit l'effectif comme un patchwork d'idées de jeu qui ne collent pas ensemble, et c'est vraiment le cas. Le secteur le plus touché par ce problème, c'est l'attaque, puisqu'en plus d'être le secteur où il y a eu le plus de recrues, c'est évidemment celui où il y a le plus d'erreurs. Lors du mercato hivernal dernier que j'ai décrit comme étant le début de la fin de Longoria, après avoir vendu Bamba Dieng, après avoir prêté Milik et Suarez, il a dû trouver un attaquant pour combler un trou dans l'effectif de Tudor. Après avoir raté Terem Moffi, il a dû rapidement chercher une solution puisque le mercato était sur le point de fermer. Et c'est finalement Vitinha qui sera choisi dans un énorme all-in. En arrivant, le Portugais doit gérer un nouveau championnat, une nouvelle mentalité de jeu, un nouveau pays, tout en devant digérer le prix de son transfert, la pression du Vélodrome et le trou à son poste dans l'effectif. Autant dire que ses débuts sont compliqués, mais contrairement à beaucoup d'autres joueurs, bizarrement, lui est soutenu. Un appui populaire toujours présent après 11 mois, c'est assez extraordinaire au Vélodrome, pourtant, il n'a toujours rien montré de ce qu'on attend d'un attaquant, si ce n'est une bonne mentalité sans ballon. En 32 matchs sous le maillot phocéen, il n'est l'auteur que de 5 petits buts, et si certains supporters semblent avoir vu quelque chose en lui, les seules frappes intéressantes que j'ai vues de sa part sont celles qu'il live sur Insta. Est-ce que c'est beauf? Dis-moi dans les commentaires. Vitinha ne performe pas, mais ce n'est pas grave, tu sens qu'il va garder une certaine cote, qu'un prêt en Bundesliga permettra d'en faire un André Silva, et t'avais prévu le coup avec Aubameyang, donc tout va bien. Le Gabonais sort de 6 mois en prison à Chelsea, lui qui s'imposait principalement via sa vitesse commence à sentir le poids des années. Si Vitinha lui n'a rien montré d'intéressant, en dehors de son abattage physique, tu sens qu'Obama en a encore sous le pied, mais qu'il est simplement en manque de confiance. Le poste de neuf est donc maudit, et si dans le passé cela a permis à des joueurs comme Under, Guendouzi, Gerson ou même Payet de se mettre en valeur, cette fois-ci, les joueurs qui accompagnent les attaquants ne réussissent pas à combler ce problème. Actuellement, le meilleur buteur de l'OM en championnat c'est Ismail Assar. On pourrait penser qu'il a profité de la situation pour s'imposer, mais non. Lui est tout aussi coupable que les deux premiers, mais si on est honnête, on ne s'attendait pas à mieux. Isosar est une menace par sa vitesse, par le dribble, il peut par moments faire de vraies différences, mais si personne n'a souhaité le déloger de son coco Watford, c'est pour une bonne raison. Il aura des coups d'éclat, mais ce n'est pas un remplaçant acceptable, un joueur qui t'a quasiment débloqué tous tes gros matchs, le Turc Under. Je n'aime pas son profil, mais pas grave, puisque comme l'OM est un club avec une direction sportive compétente, il y a d'autres ailiers dans l'effectif qui sont ah bah non. Que ce soit Correa, Ndiaye, Harit ou Unai, ce sont des joueurs axiaux, des joueurs qui ont du mal sur le côté, qui n'ont pas l'accélération ou la technique pour faire des différences. Et c'est pour ça qu'un joueur de National 3 comme François-Régis Mugueux a eu sa chance. En combinant ces trois problèmes, tu comprends pourquoi l'OM a eu l'une des pires attaques de Ligue 1. Avec 13 petits buts marqués sur 20 attendus, c'est l'une des pires de France. Et avec Lyon, et ce sont eux qui sous-performent le plus devant les cages. Les occasions sont là. Entre Harit, Vitinha, Aubameyang et Correa, tu en loupes énormément et tu te retrouves en plus à te prendre des contres derrière. C'est ça pour moi le plus gros frein à la progression de cette équipe. Elle a totalement perdu confiance. Elle est de moins en moins solide techniquement, physiquement elle n'est toujours pas à 100%, et Gattuso n'arrive pas à trouver la solution. Dans le même temps, la défense pourrait être mise en cause, mais tu sens que les vagues qu'elle se prend pourraient être évitées si l'équipe marquait plus, ou simplement terminait par une frappe au lieu de perdre bêtement le ballon. Le match contre Strasbourg, c'est une flopée ça, hein. À force de faire les poubelles des top clubs, l'OM en est devenu une. Longoria a transformé l'OM en club turc il y a quelques années, et alors que tu demandais un peu de continuité il y a 3 mois, aujourd'hui la seule solution, c'est d'une nouvelle fois tout changer. Chaque recrue de 2023 est un échec qui pèse lourd, même Lodi qui sentait le bon coup est fade à la mort. Malgré que l'OM soit devenu une maison de retraite ambulante en étant l'équipe la plus vieille de ligue, aucun cadre en dehors de Rongier ne sort du lot, et Rongier déjà sort pas du lot tant que ça. La situation est catastrophique, les quelques joueurs comme Ndiaye, Harit ou Kondogbia qui pourraient nous aider à sortir la tête de l'eau ne sont clairement pas dans leur assiette, et Gattuso que l'on voyait comme parfait pour relancer la machine n'a toujours pas réussi à remonter un championnat ou créer quelque chose de cohérent avec cet effectif. Alors, comment relancer un club dans une telle situation? Bon bah, si j'étais l'OM, j'appellerais Ossine Vigilante, celui qui a réussi à mettre Dijon sur la carte de France, qui a réussi à leur permettre d'obtenir un titre, mais étant donné qu'on est dans la réalité,
Bah c'est pas possible. Il faut comprendre que les 7 matchs jusqu'à la trêve doivent être 7 missions commando qui vont déterminer si t'es vraiment parti pour une saison absolument catastrophique ou si tu peux encore sauver les meubles à la dernière seconde. Il y a une solution qui me paraît évidente et que Gattuso n'a toujours pas testé, c'est de maximiser l'impact de ses meilleurs joueurs. En repassant dans un schéma moins fermé, moins gênant que le 4-4-2, il a permis à des joueurs comme Verretou, Mbamba, Gigot et surtout Klose d'enfin respirer de nouveau. Mais ce n'est pas assez. Pour moi, puisque l'effectif n'a pas d'ailier correct, a trop de solutions axiales, un retour à un schéma à 3 défenseurs n'est pas seulement une bonne idée, il est nécessaire. Ce schéma te permet d'exploiter à fond Jonathan Klose, il nous libère des ailiers incapables de faire des différences, et surtout, il met la défense dans un confort qu'ils connaissent. Mbemba, Gigot et Balardi sont clairement mieux dans une défense à 3. Gigot tout particulièrement se retrouve couvert lorsqu'il monte pour agresser le porteur plus haut. C'est donc un deal gagnant-gagnant assez intéressant. Plus haut d'ailleurs, je m'offre la liberté d'agir selon les oppositions, une chose que Gattuso semble bien aimer. Mais dans l'idéal, Vitinha ne reporte plus jamais le maillot de l'OM, Aubameyang est pour l'instant sur le banc afin de se reprendre en main, pendant que Unai récupère au moins pendant un match le poste d'Harit. Depuis qu'il est devenu blond, il est nul, il n'est pas concentré et en dessous physiquement, techniquement, je sais pas trop à quoi c'est dû, donc je lui laisse le bénéfice du doute et un peu de temps pour se remettre la tête dans les idées. Enfin, je veux dire la tête droite, pardon. Je suis fatigué. Unai et Nadir se partageront ce poste le temps qu'ils lui se remettent en jambes. Verretou et Kondogbia, eux, ne bougeront pas. Il reste donc 2 postes à pourvoir. En haut, la question se pose, puisque Sarr, qui est le meilleur buteur de l'équipe, pourrait être intéressant dans ce rôle. Dans le même temps, Correa est l'évidence. Quand même, depuis son arrivée, il n'a vraiment pas convaincu. Gattuso aura donc un choix à faire, tout comme à gauche. En 4 mois, Renan Lodi n'a absolument rien montré d'intéressant balle au pied. Il n'a rien montré d'intéressant sans ballon non plus d'ailleurs, mais il semble être la solution logique au poste, bien qu'il pourrait aussi jouer dans la défense à 3. Un peu à la Kolasinac. Certaines expériences devront donc être tentées à ce poste, comme Emran Soglo, Régis Mugu à droite pour Klose à gauche, ou bien même d'autres joueurs qui pourraient se voir offrir une chance. Cela comporte évidemment des risques, soyons clairs. T'as pas l'effectif pour être transcendant, faire des changements de folie à chaque match. Défensivement, t'as souvent des blessures, donc faudra bien évidemment faire monter un central en plus d'offrir sa chance à Meïté. Mais très honnêtement, je ne vois pas d'autre solution. En tout cas, je n'ai pas les connaissances football pour proposer autre chose. Pendant 7 matchs, tu vas donc devoir serrer les fesses contre des adversaires qui vont vouloir ta peau et espérer que ça passe. 7 matchs importants, tu joues déjà le maintien puisque t'es à 4 points de Lyon si tu perds contre eux. T'as 1 point de passer la phase de poule en Europe et ce sera difficile mais nécessaire. Que ce soit pour tes finances, pour garder tes joueurs concernés, mais aussi pour rester attractif cet hiver. Le mercato sera ultra important pour sauver cette saison ou au minimum préparer en douceur la prochaine. Et si on est honnête, tu pourrais limite profiter de cette trêve pour prendre ton prochain coach puisque Gattuso n'a clairement pas un avenir au club. Il est un pompier qui pour l'instant n'éteint aucun feu, donc tu ne dois prendre aucun des joueurs pour lui. Tu peux prendre des joueurs qui s'adapteront, mais qui viennent pour le prochain coach, qui terminera la parenthèse Marcelino. L'Espagnol restera le plus gros échec de la carrière de Longoria. Pablo doit trouver le coach parfait, il ne doit pas lésiner sur les moyens, s'arrêter des opportunités comme il a fait depuis son arrivée, et enfin être intelligent. La logique économique doit passer derrière la logique sportive. Maintenant, si l'on devait garder un seul point positif du passage de Marcelino à l'OM, c'est qu'enfin, les jeunes du club ont leur chance. Si pour la plupart de nos supporters, quand les jeunes ne jouaient pas, c'était parce qu'ils n'avaient pas le niveau, cette saison, on a quand même vu François-Régis Mugueux se voir offrir une chance et devenir limite un symbole d'espoir. Comme quoi même un joueur limité peut faire rêver le Vélodrome. Bizarre, l'OM est au bord d'une crise immense, mais dans tous les cas, pour s'en sauver, Gattuso va devoir être inventif et peut-être même renier certaines de ses idées. Bref, voilà la fin de la trilogie de vidéos sur l'OM. Je pense que j'en referai une d'ici Noël, mais pour le moment, je vais me concentrer sur d'autres sujets. Si t'as des idées de vidéos que tu veux que je fasse, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et je vous écouterai.